Monde numérique. L'Europe demande à Apple d'ouvrir encore plus l'iPhone à la concurrence. TikTok menacé de bannissement aux États-Unis. GPT Search accessible à tous sans abonnement. Et Eric Schmidt, ancien PDG de Google, qui estime que l'Europe a perdu la bataille de l'intelligence artificielle. Voilà l'essentiel de l'actu tech cette semaine. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo, l'émission 100% tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Alors ce n'est pas tout, on va parler également avec Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique de ces services d'intelligence artificielle qui deviennent tous gratuits les uns après les autres. Que cherchent donc les géants de l'IA ? Et puis on va parler également d'une initiative pour inciter à quitter X, le réseau d'Elon Musk. L'innovation de la semaine, c'est de l'IA, évidemment, signé Google, un système pour mixer des images hyper facilement. Et puis les interviews de la semaine dans la deuxième partie de cette émission. On verra comment on peut aujourd'hui créer des vêtements et aussi d'autres contenus de design grâce à l'IA avec l'entreprise spécialisée Imki. Enfin, on fera le bilan de la cybercriminalité cette année avec des piratages et des fuites de données dans tous les sens. Quel risque pour nous utilisateurs ? On verra ça avec notre partenaire EZ. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 21 décembre 2024. Monde numérique, Jérôme Colombin. Salut, la fin de l'année approche, mais elle n'est pas encore là et Monde Numérique est toujours sur le pont. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'hebdo, le dernier de l'année. La semaine prochaine, en effet, on sera plutôt en mode best-of et puis ensuite ce sera le mois de janvier et on mettra le cap sur le CES de Las Vegas. L'hebdo chaque samedi, c'est 50 minutes de news et d'interviews, plus d'une heure si vous êtes abonné à la version premium sur Apple Podcast. Et puis, Monde Numérique, c'est aussi tous les jours de la semaine des chroniques sur l'actu tech, des éditos, des interviews long format, disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Enfin, Monde Numérique, c'est aussi un site web, mondenumérique.info, et une newsletter à laquelle vous pouvez, bien entendu, et je vous y invite chaleureusement, vous abonner. Quelques remerciements à vous, auditeurs de Monde Numérique, toujours aussi fidèles, toujours aussi sympas pour vos messages, notamment JoséP65, Adil et Michael, et puis des remerciements encore plus appuyés à vous, généreux donateurs, qui avez mis la main au porte-monnaie cette année pour bien remplir la cagnotte de Monde Numérique afin d'aller au CES de Las Vegas. J'ai nommé notamment Jean-Michel, Sergio, Jérôme et José. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on fera des folies, c'est juste pour contribuer. Et je vous en remercie vraiment à l'investissement que représente bien sûr cette présence au CES de Las Vegas comme chaque année. Et si vous voulez faire un don, il est encore temps en allant sur le site mondenumérique.info et en cliquant sur le lien tout en haut de la page d'accueil. C'est parti pour l'actu. L'actu de la semaine. On commence par une petite page réglementation et justice en Europe tout d'abord avec Apple en ligne de mire. L'Union européenne vient de franchir une nouvelle étape dans son offensive contre la marque à la pomme. Elle a demandé carrément à Apple d'ouvrir encore plus son système d'exploitation iOS, c'est-à-dire sur iPhone et aussi iPadOS. Motif, faire de la place à la concurrence. Dans une série de recommandations publiées mercredi 18 décembre, dans le cadre du Digital Markets Act, le DMA, Bruxelles veut que certaines fonctions liées notamment aux connexions sur iPhone, comme AirDrop ou AirPlay, ou encore le partage Wi-Fi, que ces fonctions ne soient plus seulement réservées aux appareils de la marque à la pomme, mais également accessibles à des produits d'autres marques. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Évidemment, Apple crie au scandale et affirme que cela poserait de gros problèmes de sécurité. La firme californienne accuse même son concurrent Meta d'être à la manœuvre derrière cette décision de l'Europe, car Meta voudrait accéder aux données précieuses concernant les utilisateurs d'iPhone. Alors si Apple ne se conforme pas à ces recommandations, les amendes pourraient aller jusqu'à 10% des ventes mondiales. Évidemment, c'est sérieux. La commission donne donc jusqu'au 9 janvier 2025 à Apple pour réagir. Alors, il y a un paramètre que la Commission européenne n'a pas pris en compte, c'est la réaction des utilisateurs de produits Apple, dont certains, bien conscients que plus d'ouverture serait également synonyme de plus de vulnérabilité, certains ne sont pas privés de le dire sur les réseaux sociaux dans des termes plutôt violents.
Voilà, c'est vraiment le paradoxe de cette réglementation européenne qui, sous couvert de protection de la concurrence, est peut-être quand même carrément en train de jouer avec le feu. Toujours en matière de justice et de réglementation, cette fois aux États-Unis. TikTok est dans le collimateur plus que jamais. Ça commence vraiment à sentir le roussi pour le réseau social chinois qui pourrait carrément être interdit, banni à compter du 19 janvier 2025, c'est-à-dire très bientôt. C'est le résultat d'une récente décision du Congrès et du Sénat américain, toujours sur fond de guerre économique entre la Chine et les États-Unis, et officiellement pour des raisons de partage de données avec la Chine, donc de protection de la vie privée des utilisateurs américains. Même s'il n'y a pas, à ce jour, de preuves de ces accusations, mais le vote du Congrès et du Sénat est là. Apple et Google ont d'ores et déjà reçu la consigne de supprimer l'application TikTok de leur magasin d'applications. Alors, il y aurait toutefois peut-être une solution, c'est que, TikTok trouve un repreneur aux États-Unis pour devenir une plateforme américaine. Il y a déjà quelques repreneurs potentiels, des entrepreneurs américains, pas très connus. Mais du côté de la maison mère de TikTok, c'est-à-dire ByteDance, c'est plutôt sur le terrain judiciaire que l'on compte se battre. Ainsi, la firme a saisi la Cour suprême américaine qui a accepté d'examiner l'affaire le 10 janvier prochain, 9 jours donc avant la date fatidique de l'interdiction potentielle. Imaginez, la Cour suprême des États-Unis va se pencher sur le cas de TikTok à la rentrée. Et si ça ne donne rien, si la résolution des parlementaires est entérinée, eh bien il restera toutefois encore une carte au réseau chinois. Cette carte s'appelle Donald Trump. Oui, car le président élu pourrait intervenir et faire pencher la balance en faveur de TikTok. C'est tout à fait possible, y compris politiquement, car après avoir voulu la mort de TikTok dans un premier temps, lors de son premier mandat, eh bien aujourd'hui Trump avoue tranquillement qu'il n'a plus de problème avec le réseau chinois et qu'il est même prêt à l'aider. Car, aux yeux de Trump, eh bien, TikTok a un gros avantage, il représente un solide concurrent face à Facebook et Instagram. Et on sait qu'aux États-Unis, on peut faire du business tant qu'on veut, mais la ligne jaune de la situation monopolistique, on ne la dépasse jamais. Voilà, et une affaire qui sera bien entendu observée avec attention de ce côté-ci de l'Atlantique, car TikTok pourrait bien connaître les mêmes problèmes ensuite ici en Europe. Rendez-vous donc au début de l'année pour la suite du feuilleton TikTok. Quelques nouvelles de l'intelligence artificielle comme chaque semaine, avec tout d'abord le moteur de recherche SearchGPT. Vous savez, c'est ChatGPT, mais en fait connecté véritablement au web pour faire des recherches comme sur Google. Eh bien, il était jusqu'à présent réservé aux abonnés payants. C'est fini, OpenAI a décidé d'ouvrir les vannes et n'importe qui peut accéder à SearchGPT. Alors il suffit d'avoir un compte, même gratuit, mais il faut être connecté. Et on peut poser des questions à ChatGPT sur l'actualité récente, sur des événements à venir, etc. Rappelons ce que c'est en 2 mots, SearchGPT. Contrairement à Google qui répond par des listes de liens, eh bien SearchGPT lui renvoie une réponse rédigée, mais avec les liens vers les sites web où il est allé piocher des réponses afin qu'on puisse s'y retrouver. Le résultat n'est pas toujours parfait, mais évidemment quand même très souvent beaucoup plus agréable qu'une simple suite de liens un peu brutale. On reparle de ce sujet tout à l'heure avec Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique. Google, justement, toujours en matière d'intelligence artificielle, eh bien, continue la course au coude à coude avec OpenAI. En fait, les annonces concurrentes se multiplient. On parlait il y a quelque temps du nouveau moteur O1 d'OpenAI, présenté en septembre dernier. Ce moteur capable, selon la firme américaine, de raisonner, c'est-à-dire, en tout cas, de traiter un problème complexe en l'analysant par petits bouts. Eh bien, Google vient d'annoncer à son tour cette semaine une IA qui raisonne. Elle s'appelle Gemini 2, alors tenez-vous bien, Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental. Ça dit donc que c'est expérimental, que c'est rapide, et la promesse, c'est qu'il soit lui aussi capable de décortiquer des problèmes complexes pour y répondre. Mais aussi sec, OpenAI a répliqué en annonçant des améliorations sur son modèle à lui. Bref, le concours de muscles continue de plus belle. Et on va terminer ce round-up de l'actualité tech, toujours à propos d'intelligence artificielle, avec une déclaration d'Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, qui ne passe pas inaperçu. Il ne mâche pas ses mots, notamment à l'égard de l'Europe, Eric Schmidt. Il était l'invité récemment des entretiens de Royaumont, un forum économique et politique qui se tient chaque année à l'abbaye de Royaumont, en France.
Et il a estimé que l'Europe était en train de perdre la course à l'intelligence artificielle face aux États-Unis et à la Chine. La raison serait triple selon lui, une régulation trop précoce, mais aussi des coûts énergétiques prohibitifs et un manque d'investissement en capital risque. Je suis vraiment désolé, a dit Eric Schmidt, d'être aussi brutal. L'Europe est un endroit merveilleux, mais vous êtes en train de perdre et vous allez perdre la bataille la plus importante de votre vie. Vous régulez avant même de faire des découvertes. Rappelons qu'Eric Schmidt a récemment investi en Europe, dans QTI, le centre de recherche en IA, fondé par Xavier Niel. Et puis c'est pas tout, parallèlement, Eric Schmidt s'inquiète aussi de l'IA en général. Il a peur qu'elle devienne incontrôlable et il vient ajouter sa voix à celle des inquiets de l'intelligence artificielle. Nous serons bientôt en mesure d'avoir des ordinateurs fonctionnant de manière autonome, explique-t-il, qui décideront ce qu'ils souhaitent faire. Ça, c'était lors d'une interview sur ABC News qu'il a fait cette déclaration. Il estime donc qu'il faudrait que les humains puissent circonscrire l'IA, comme on le fait avec les virus dangereux, et qu'il soit possible de débrancher, si nécessaire, les capacités les plus critiques. Le débrief transatlantique. C'est le pont virtuel entre les États-Unis, le continent américain et le continent européen. On trouve Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Bruno. Salut Jérôme Colombin à Paris. Ravi de t'accueillir dans Monde Numérique et merci de m'accueillir dans ton carnet. C'est la moindre des choses. Toujours heureux de te retrouver. Bruno, cette semaine, est-ce que tu as remarqué qu'il y a une espèce de mouvement de fond, comme ça, de tous les éditeurs de chatbots d'intelligence artificielle générative qui, on a l'impression, veulent devenir de plus en plus proches du public, si on peut dire. Il y a eu plein d'annonces, Grok, qui désormais, donc l'IA de X, Elon Musk, qui désormais est accessible sans abonnement. Et puis il y a OpenAI qui a décidé d'ouvrir également sans abonnement son moteur de recherche, ChatGPT Search. C'est assez étonnant comme phénomène. Comment tu le vois, toi, de chez toi ? Moi, je pense que c'est la magie de Noël, tout simplement. Non, mais sérieusement, c'est quand même une belle période pour commencer à déverrouiller les services et puis les offrir au grand public. Les gens vont avoir du temps, les gens vont être curieux, les gens vont en parler en famille, avec des amis. Alors évidemment, c'est une belle période pour donner accès à ces services-là. Ça, c'est la partie jovialiste de ma vision. C'est un peu optimiste, quoi. Ils font pas ça pour nos beaux yeux et pour nous faire des cadeaux de Noël. Oui, c'est pour ça. Voyons donc. On est d'accord. Ouais. Puis on parle pas de réglementation dans les premiers 4 minutes, OK, de notre rencontre. Bon. Mais de l'autre côté, c'est évidemment un jeu de positionnement. Dans le cas de OpenAI avec son ChatGPT Search, c'est qu'ils veulent rentrer dans les reins, ils espèrent rentrer dans les reins de Google, ce qui va être difficile parce que pour avoir utilisé l'outil depuis un moment, et je me promène entre les deux. Je n'ai pas vendu à l'idée, mais pour utiliser... Entre Google et ChatGPT Search. Oui, exactement, parce que c'est pas vraiment le type. Et même, à quelque part, pour l'expérience que j'obtiens avec ChatGPT Search, j'aime encore plus Perplexity AI, que moi, je trouve beaucoup plus complet et ramassé comme outil de recherche. Cela étant dit, parallèlement, tu le mentionnais, il y a Grok qui devient gratuit chez X. Et ça, je te dirais que pas vraiment pour les recherches, quoique il est plus... il est plus objectif que son patron dans ses recherches, mais ce que je trouve intéressant pour Grok, c'est la qualité de son outil de génération d'images. Moi, c'est devenu ma référence quand j'ai besoin de créer quelque chose avec de l'IA. Au niveau de l'illustration, je vais directement là, je passe pas par les autres. C'est ce qui produit les images les plus photoréalistes. Oui, tout à fait. Ouais, parce qu'on a déjà eu une discussion là-dessus, d'ailleurs, puisqu'on n'était pas tout à fait d'accord. Toi, tu fais des images de fake de Donald Trump, par exemple, ou d'autres personnes pour illustrer un article. Je veux pas te dénoncer aux autorités, mais voilà. Non, je plaisante, mais c'est ton choix. Mais moi, ça m'a questionné et c'est terrible parce que j'y viendrai peut-être aussi dans un sens parce que c'est de l'image d'illustration en réalité. Oui, exactement. Mais t'as raison, l'IA de Grok est incroyable pour dessiner. Ouais. Mais toi, comment tu vois ça? Donc, est-ce qu'on parle d'une démocratisation? Est-ce que... oui, enfin, moi, en tant que bon Européen, si tu veux, je vais appeler ça de la démocratisation. On n'a pas fini les 4 minutes, je t'en préviens. Non, mais c'est pas une question de réglementation, c'est une question d'ouverture à un plus grand nombre. Maintenant, personne n'est dupe. Et effectivement, ils font pas ça pour nos beaux yeux. Et de toute façon, ces services-là, on sait comment ça marche. C'est soit gratuit pour faire de l'acquisition d'audience, donc faire venir les gens, habituer les gens, les rendre captifs,
et puis ensuite, on monétise de différentes manières, mais ça veut dire que peut-être un jour, ça redeviendra payant ou certaines parties redeviendront payantes. Je me demande si c'est pas aussi un petit peu... Et d'ailleurs, tu l'évoques dans ton papier, un moyen de capter de la donnée, de récolter des enregistrements vocaux pour continuer à entraîner leurs intelligences artificielles, comme l'avait fait Google à une époque, mais apparemment, ils démentent complètement ce point. Enfin, dernière chose, est-ce que c'est pas une forme d'aveu de faiblesse de leur part? C'est clair que c'est une course à qui va devenir le prochain Google dans le domaine de l'IA. Et puis on est à ça un peu. Il y a eu toutes ces guerres-là. Facebook a remporté les réseaux sociaux. À une époque, Microsoft avait remporté la guerre des furteurs. Là, maintenant, c'est Google. Et puis, au niveau de l'IA de référence, pour le moment, c'est OpenAI. Mais on voit bien qu'Elon Musk est en train de forcer, même en train de faire des pressions politiques pour que OpenAI perdre du terrain. Même Microsoft perd du terrain pour essayer de positionner son outil. Et moi, j'ai bien hâte de voir, je voudrais être un petit oiseau pour voir en 2025, 2026 qui a gagné la guerre parce que c'est pas joué. Il va encore avoir des coudées qui seront pas nécessairement franches dans cette industrie-là. Tu dis que tu utilises beaucoup SearchGPT. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je l'ai un peu utilisé aussi. On avait déjà eu l'occasion d'en parler. Et je l'avais intégré même comme navigateur, oui, par comme défaut. moteur de recherche par défaut dans mon navigateur. J'ai laissé tomber. Au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que on est. Je sais pas si c'est parce qu'on est trop prisonnier des réflexes Google, mais en fait, les réponses sont intéressantes sur des sujets d'actualité, mais pour d'autres choses, c'est pas pertinent. Ouais. Tu cherches un site web, SearchGPT, c'est pas l'outil non, mais tu l'auras pas. Mais c'est ça, et c'est pour ça que je trouve qu'entre les deux, le meilleur des deux mondes, c'est Perplexity AI. Parce qu'à la fois, il te fait un résumé comme ChatGPT Search va te faire, mais de l'autre côté, il te laisse des indices pour voir de quel site web vient cette information-là. C'est clairement énoncé et tu as juste à cliquer. Tu n'as pas besoin de chercher à travers tous les résultats. Et ça, j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est là-dessus. Ouais, mais il est moins au fait des dernières actus. Moi, je trouve pas. Je l'ai utilisé dans l'actualité. Écoute, ça dépend probablement de quel sujet tu cherches, là. Ouais, ça dépend des sujets. Mais faut aussi savoir que Google est en train de travailler sur un module qui va répondre à la ChatGPT puis à la Perplexity AI et pour justement arriver à proposer quelque chose qui ressemble un plus tout en gardant l'environnement de Google Search. Alors, ça, c'est un autre dossier. Ce qui me déçoit un peu, c'est sur l'aspect temporel. La temporalité, il gère très mal. Ouais. C'est-à-dire, tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ou l'année dernière, etc. Et il s'en mêle les pinceaux. Ouais. Hein. Mais pour le moment, il se mêle pas mal tous. Hein. J'ai fait l'exercice avec Gemini, avec Copilot, avec évidemment ChatGPT. La temporalité, là, aujourd'hui, mis à part que si tu demandes la météo, on n'est pas là. Ouais. Tandis que, on vient encore à Google, si tu te fais une demande, il va pas probablement trouver la bonne réponse dans la recherche générale, mais si tu fais actualité, boum, à chaque fois, tu tombes sur ce que tu veux. Évidemment, l'onglet actualité de Google, je pense que toi comme moi, c'est notre outil de travail numéro 1 quasiment. Hein. Mais c'est la référence. Et tant que ces autres outils-là n'arriveront pas à proposer quelque chose d'aussi pertinent, je pense qu'ils seront encore loin d'à côté. Ouais. Même si l'outil actualité et aussi le système, là, je sais plus comment ça s'appelle, Discover, il part un peu en cacahuète, je trouve, parce qu'il est inondé par la publicité. Il y a vraiment un problème. Bon, à part ça, Bruno, toujours en matière de démocratisation de l'IA, il y a un truc rigolo qui a été annoncé, qui ne t'a pas échappé, puisque j'ai vu que tu avais fait un article sur ton blog, c'est qu'on peut maintenant interroger ChatGPT par téléphone. C'est rigolo, ça. Ça semble être la dernière tendance. Hein. Je regardais... C'est quoi le numéro déjà? C'est 1-800 ChatGPT. Voilà la publicité qui est faite. Mais donc, c'est ça. Alors, si on utilise, et ça, c'est en Amérique du Nord uniquement, là, c'est important de le dire. Donc, le 1-800 ChatGPT, il vous tombez sur l'IA générative en mode vocal. Vous avez environ 15 minutes par mois d'utilisation qui est disponible. Par défaut, c'est en anglais, mais on peut lui demander de parler d'autres langues. Mais si vous habitez à l'extérieur, pauvre-vous, à l'extérieur de l'Amérique du Nord, là, vous avez quand même un accès virtuel à ChatGPT et vous pouvez le faire par WhatsApp. WhatsApp qui dessert déjà l'outil de fact-checker Vera dont je parlais il n'y a pas tellement longtemps, mais aussi Copilot. Outil français, c'est ça? Oui, exactement. Et puis là, il y a aussi Copilot qui est là. Alors là, vous avez le choix. Si vous êtes sur WhatsApp, c'est assez pratique que quand on prend l'avion puis qu'on a un forfait où on peut avoir accès au service de messagerie. Alors, vous pouvez faire des trucs avec ChatGPT et Copilot
sur le même accès de base du transporteur aérien. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je travaille, je fais des recherches là-dessus. Bon, après, c'est quand on n'a pas l'appli ou quand on n'a pas de connexion Internet ou voilà, c'est ça. Oui, mais attention, non, parce que là, je parle, c'est un petit hack. Quand vous voyagez maintenant, les transporteurs aériens, ils ont différents forfaits. Il y a le service gratuit maintenant qui vous permet d'avoir accès aux messageries. Ça inclut WhatsApp. Puis à l'intérieur de WhatsApp, vous avez accès à ChatGPT et Copilote. Mais si vous voulez lancer votre application ChatGPT au Copilote à partir de votre téléphone intelligent, ça fonctionne pas. D'accord. Oui, tu parlais spécifiquement pour les transporteurs. Ouais. En effet. Non, ben voilà. Bon. Les gens qui nous écoutent, ils ont appris ça aussi aujourd'hui. Mais ils apprennent plein de choses en nous écoutant, hein, c'est pas pour dire. Ouais. Bon, mais ça procède de la même chose, hein, c'est pour essayer de toucher le maximum de gens en fait. Et on veut devenir l'incontournable de l'intelligence artificielle. Exactement. Sinon, Jérôme, est-ce que tu as toujours tes Ray-Ban? Tes lunettes là, Meta Ray-Ban? Ouais, les Ray-Ban connectés. Alors moi, c'est la première version. Je suis d'ailleurs tenté de m'acheter la deuxième version, la nouvelle. Ben, pour faire la grande mise à jour avec exactement l'IA en temps réel. C'est pas mal, ça. Ouais, mais moi, ce qui me fait triper... Non, mais moi, ce qui me fait triper, c'est Shazam. Shazam, pardon. Shazam Inside. Exactement, mais donc maintenant juste te permettra, peu importe où t'es, genre en train de faire du magasinage en magasin, t'entends une chanson qui dit quelque chose et tu peux demander à Shazam, peux-tu me rappeler c'est quoi le titre? Et puis non, mais c'est merveilleux. Ouais, ça c'est ton côté producteur de radio, tu sais, qui a surgi. Quand même. Ouais. Non, moi, je trouvais ça bien. Mais encore là, c'est pour montrer comment... Tu sais, on parlait de l'ordinateur qu'on portait sur nous. Ouais. Le wearable en français. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit en français. cette expression française. Ouais. Donc, du wearable. Faudra me dire en français ce que ça veut dire. Mais donc, c'est ça. Je trouve ça intéressant. C'est un pas en avant. Et puis, pour les gens... Et puis, il faut les regarder à Meta Ray-Ban parce que là, probablement qu'il y a un autre modèle qui est en train d'être préparé. D'ailleurs, on en avait parlé à un moment donné. Et là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont rajouter là-dessus. C'est Orion. Tu parles de Orion. Oui. Le projet suivant de Zuckerberg. Ouais. Oui, ça va être énorme. Ça et aller sur Mars, ça sera la même chose. Exactement. Tiens, à propos de Mars, notre ami Elon Musk. Ben oui, je voulais te lancer là-dessus aussi. Tu as écrit vendredi un billet là-dessus. Ben, tu as fait ton commentaire sur le fait de vouloir quitter X. Exactement. C'est une campagne qui est lancée. Alors, c'est pas moi qui la lance. Hein. Moi, je raconte ce qui se passe. Ça s'appelle Hello Kitty X. Alors, évidemment, il y a un jeu de mots avec Hello Kitty, le petit personnage. Ouais. Et Hello Kitty X, c'est une opération qui a été lancée par des scientifiques du CNRS en France. Parce que c'est qu'en France, on n'aime pas Elon Musk. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi. Non, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi. C'est un garçon charmant. Et avec de très bonnes fréquentations. Voilà. Et ce truc-là, c'est pour dire, bah écoutez, vous en avez marre de X. Il est temps de partir et on va vous aider à partir. Il y a une date qui est fixée, c'est le 20 janvier. Pourquoi ? Parce que le 20 janvier, ce sera l'investiture de Donald Trump. Donc maintenant, ça y est, c'est on associe énormément Donald Trump à Elon Musk. Double raison pour le détester en France, en tout cas chez une bonne partie de la population. Et donc pour quitter X proprement, eh bien la plateforme d'abord incite à quitter X, mais ensuite propose des outils. Donc on peut très facilement en fait se connecter pour récupérer toutes ces données sur X, pour télécharger ses contacts, etc. Et ensuite réimporter tout ça, réexporter tout ça, ou réimporter sur une autre plateforme, genre Mastodon ou Blue Sky, etc. Donc ça procède, si tu veux, de cette histoire, parce que moi je vois tous les jours en France, il y a des annonces de gens sur X qui disent bon, ça suffit, je m'en vais, je ferme mon compte. Alors il y a ceux qui ferment vraiment leur compte. Ouais. Ils partent par exemple sur Blue Sky, il y a des médias qui ont fait ça. Et puis il y a ceux qui disent bon, je ferme mon compte, mais je le ferme pas tout à fait, quoi. J'arrête de poster, mais je reste là pour regarder, pour surveiller. Que je trouve assez hypocrite, je dois dire. Ah oui. Voilà. Bon, après, le billet que j'ai fait, c'est aussi pour s'interroger sur est-ce que vraiment ce côté un peu boycott, un peu mouvement qu'on déteste X et qu'on dise que ça devient une poubelle, je suis le premier à le dire.
hein. C'est un vrai problème, etc. Mais il y a une manière d'utiliser X qui aussi permet d'en tirer encore de grands bénéfices. Et il y a encore énormément de choses intéressantes sur X, parce que comme tu l'avais dit dans un autre de nos discussions, il y a les politiques, il y a les journalistes. C'est là que ça se passe. C'est là où l'actualité va la plus vite. C'est impossible de quitter X pour des journalistes pour faire quoi, moi je pense. Et puis peut-être si je peux... Et pas que pour des journalistes en fait, pour les gens qui s'intéressent à tout ce qui bouge et qui sont connectés. Exactement. Et si je peux rajouter mon grain de sel, si vous décidez de prendre cette vague du 20 janvier prochain, je vous invite fortement à, si vous quittez, ne fermez pas votre compte. Particulièrement si vous êtes une personnalité, quelqu'un qui est connu, parce que là, vous pourriez être victime d'usurpation d'identité et il y a quelqu'un qui pourrait réouvrir votre compte, évidemment, en utilisant votre nom, et là, vous serez... Et aller chercher la petite certification, là, parce que maintenant, elle est payante, et vous pourriez, après, vous retrouver dans une fâcheuse situation. Alors, si vous quittez, quittez, mais et cessez d'utiliser X, c'est tout, mais... Donc, tu vois là, toi, tu es partisan de ceux qui quittent, mais qui conservent quand même leur compte, quoi. Oui, tout à fait. Mais ce qui permet de revenir en loose day pour jeter un coup d'œil. À la limite, ce qui n'est pas mon cas. Moi, à tous les jours, je publie et je suis là et je consomme du X, comme les autres plateformes. Ce qui n'empêche pas d'être parallèlement sur une autre plateforme. Parce que toi comme moi, on est également sur Blue Sky. Et c'est pas parce qu'on est sur Blue Sky qu'on n'est plus sur X. Mais non, puis je suis sur Threads, puis sur LinkedIn, puis sur Facebook. Alors, j'alimente ces chaînes-là, et puis je vois, il y a différents publics, différents endroits. Tout à fait, la c'est pas réaction, les mêmes publics. c'est ça, les réactions, les interactions sont pas du tout les mêmes. Alors, je trouve ça important. Enfin. Ah, la magie des réseaux sociaux. De quoi parles-tu cette semaine, Bruno, dans ton carnet? Jérôme, je me fais plaisir parce que j'ai invité toute mon équipe à venir à la queue leu me raconter leur barbecue? année. OK, à quelle heure on vient? Non, c'est ça, il n'y a pas de barbecue. Ah, t'as rien compris. Donc, je les invite à queue leu à venir me parler de leur année 2024 dans leurs différents domaines de prédilection. Et c'est chouette parce que, dans le fond, il n'y a pas d'invités, il n'y a que les réguliers qu'on retrouve un peu partout pendant l'année. Alors, on se fait un petit... Pour les gens là, qui écoutent assidûment mon carnet, c'est comment ils disent ça, les Français? C'est tout bénef? C'est tout bénef. Ouais, oui, c'est ça. Donc, ça va être assez plaisant. Et puis sinon, moi, je suis en train de préparer mes émissions spéciales, entre autres, parce que c'est ma dernière genre originale. Après, la semaine prochaine, nous, on s'en parlera pas, mais j'ai une émission spéciale avec deux grands monsieur que j'aime beaucoup, notamment Laurel et deux messieurs. Ah, exactement. Ouais. Alors, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas donné d'entrevue. Alors, je vais les avoir. Et puis... Non, c'est qui? Non, mais il faut venir écouter. C'est Hervé Fischer et Jean-Jacques Stralinski. Ah, super. Alors, deux messieurs qui ont marqué la culture québécoise et même française. Et puis, sinon, l'émission du 3 janvier, qui est mon pré-CES, que tu auras aussi, toi. Oui, moi, ce sera le 4. Parce qu'on a un jour de décalage. Oui, on sera chaud bouillant en train de se préparer pour le CES de Las Vegas. Donc, quand est-ce que tu arrives là, en Amérique? Je serai opérationnel au CES le 4 janvier, mon ami. Hein. OK, OK. Et puis, nous, on va se voir là-bas, donc. On se verra là-bas, absolument. Okay. Et on se parlera. Si on se voit, j'espère qu'on se parlera. Sinon, c'est qu'il y a un froid entre nous, ce qui serait dommage. Ouais. Non, mais moi, j'attends le grand débrief 2024. Ouais, et on se ferait un... Ah, mais oui, attends, on se fait un grand débrief avec François fin du mois de décembre. Hein. Prenez la date, ça. 30 décembre. C'est parti. Donc, soyez là, parce que nous, on se retrouve le 30 décembre. Allez, salut, les amis. Bye. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, ou plutôt les innovations de la semaine, c'est encore de l'IA et c'est encore du Google. Deux innovations présentées par la filiale DeepMind de Google spécialisée en intelligence artificielle. Il s'agit de génération d'images et de vidéos. On parlait la semaine dernière de Sora, l'outil d'OpenAI qui permet de générer des vidéos ultra réalistes. Et bien cette semaine, donc, c'est Google qui a dégainé également une IA capable de réaliser des séquences vidéo avec un réalisme incroyable en qualité 4K, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux quasiment aujourd'hui en vidéo. C'est un outil baptisé VEO2. VEO2,
un modèle particulièrement sophistiqué qui permet de fabriquer des images à partir de simples prompts textuels comme d'habitude. Alors encore faut-il savoir parler à l'IA et savoir lui demander des choses pertinentes pour obtenir le résultat escompté. Mais la particularité de VO2, c'est qu'il semble particulièrement bien avoir intégré le monde physique réel, ce qui évite certaines hallucinations qu'on a pu constater, notamment sur Sora. Par exemple, une main avec un couteau découpant une tomate, eh bien, cette image, cette vidéo générée par Sora donnait un résultat un peu étrange. On voyait le couteau passer à travers la main. Enfin, ça faisait un peu n'importe quoi. Des artefacts totalement inattendus et anormaux. Tandis que la vidéo équivalente générée avec VO2, elle, eh bien, est beaucoup plus conforme à la réalité. Ça, c'est donc VO2, l'outil pour faire des vidéos. Et l'autre innovation signée Google, ça concerne l'image fixe. Il s'agit d'un outil de retouche et de mixage d'images par intelligence artificielle. Ça s'appelle le Whisk, W-H-I-S-K. Ça veut dire fouet en anglais, un fouet pour battre les œufs en neige, par exemple. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Ça permet de faire plusieurs choses. D'abord, par exemple, de créer une image à partir d'un prompt textuel, mais ça, c'est ce que font également DALL-E, Midjourney, Grok 2, etc. Et ensuite, Whisk a une particularité, on peut aussi lui uploader une image existante. Ensuite, on pourra modifier cette image par petits bouts via des prompts. Par exemple, vous demandez d'ajouter un détail, de changer l'arrière-plan d'un personnage, etc. Eh bien, au lieu de régénérer entièrement une image, qui en général, ce que font les autres modèles, et en général, l'image régénérée ne ressemble plus du tout à l'image d'origine, eh bien là, on va pouvoir apporter des modifications point par point en demandant textuellement des corrections. Tous ceux qui ont besoin de travailler sur des images d'illustration vont adorer, je pense, ce nouveau Whisk. C'est plutôt malgré tout destiné à une utilisation ludique, c'est ce qu'explique Google, c'est pas franchement non plus un outil professionnel. Et il a d'ailleurs une autre particularité, ce Whisk, il permet de mélanger plusieurs images, alors là c'est carrément encore plus ludique, donc on lui envoie une image qu'on a sur son ordinateur, et puis, ou alors on part d'une image générée par l'IA, un jouet, un paysage, un personnage, etc. Et on lui demande de mélanger ça avec d'autres images qu'on va lui donner également, ou qu'on va aller chercher dans des banques d'images ici ou là. Bon, et tout cela, pour faire tout cela, pas besoin de prompt élaboré, donc pas besoin de faire du code et de comprendre exactement ce qu'on lui demande. Il suffit en fait de faire quelques clics, quelques drag and drop, et le tour est joué. Le résultat, j'ai essayé, est assez rigolo. Bon, on va pas y passer la nuit, on n'y passerait pas des nuits, mais c'est quand même assez prometteur en matière de création d'images par rapport à et on imagine déjà ce qu'on pourra faire dans quelques temps. VO2 et Whisk ne sont malheureusement pas accessibles aux utilisateurs européens. Il faut soit être aux États-Unis pour pouvoir l'utiliser, soit utiliser un VPN depuis l'Europe. Monde numérique, le meilleur de la tech. Et on va passer aux interviews de la semaine de Monde Numérique. On va parler tout à l'heure de cybersécurité, ou plutôt de cybercriminalité, avec les piratages d'entreprises qui se sont multipliés tout au long de l'année, notamment ces derniers mois en France et en Europe. Avec à chaque fois à la clé des fuites de données. Ça nous concerne tous, utilisateurs de ces services. Alors quelles conséquences ? Eh bien, on verra qu'il va falloir faire gaffe l'année prochaine. C'est ce que nous dira Benoît Grunemwald dans un instant, et il nous dira également comment faire face à cette menace. Avant cela, on va se pencher sur la création grâce à l'intelligence artificielle, et y compris dans le domaine de la mode. L'IA permet aujourd'hui de créer des vêtements et aussi plein d'autres choses. Un sujet passionnant dont on parle avec la société spécialisée Imki. Bonjour Frédéric Rose. Bonjour. Vous êtes fondateur de la société Imki, IMKI, basée dans l'Est de la France. Et votre entreprise utilise donc les IA génératives d'images pour créer toutes sortes de choses dans le domaine du design, du graphisme, et notamment dans le secteur de la mode. De quelle manière ? Oui, c'est ça, absolument. Imki est spécialisé dans la création d'IA générative pour les secteurs de la création. Un des premiers sujets qu'on a traité, il était plutôt culturel, et donc l'IA nous a aidé à améliorer le processus de création d'un spectacle
qui s'appelle l'Odyssée sonore au Théâtre Antique d'Orange. Et donc, il a accéléré, en fait, il a réduit le temps de production et le coût de production. Donc, l'IA générative a eu un effet de levier sur la production et le process de fabrication du spectacle. Et d'ailleurs, ce spectacle a été primé au CES de Las Vegas l'année dernière. Et depuis, on a été sollicité par des marques de mode, notamment Couples ou Jules, pour lesquelles on a créé des IA spécialisés sur des sujets en particulier. Donc chez Couples, c'était sac à main, robe, perfecto, et chez Jules, c'était plutôt sweatshirt, etc. Et en fait, les IA leur ont permis de créer des capsules mode spécifiquement générées par intelligence artificielle. Des capsules mode, c'est-à-dire? Bon, c'est du jargon mode, hein, mais alors vous avez les collections printemps, été, automne, hiver, et ça c'est régulier et chaque collection est remplie, on va dire, d'un certain nombre de modèles ou d'objets vestimentaires. Et de temps en temps, une marque peut faire une collaboration ou sortir une mini collection de quelques pièces. C'est ce qu'on appelle une capsule. Donc là, chez Couples, c'est une capsule de 2 silhouettes hommes-femmes avec pantalon, blouson, robe et sac à main. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle une capsule. Ah d'accord, oui, c'est du jargon de la mode, comme vous dites. Voilà. Mais alors concrètement, de quelle manière est-ce que vous faites quoi? Vous développez vos propres modèles? Vous utilisez des outils qui existent sur le marché, du Midjourney, DALL-E et compagnie? Comment vous procédez? Alors, les algorithmes de création d'images ou de génération d'images, c'est en majorité des algorithmes, ce qu'on appelle des algorithmes de diffusion. Et donc, le plus connu, c'est Stable Diffusion, qui est un algorithme qui est en open source, qui est ouvert à tous. Et souvent, c'est sur ce socle-là qu'ont été créés les autres fournisseurs d'IA génératrices d'images, comme Midjourney. C'est juste que le Stable Diffusion, il a été alimenté, réentraîné, etc., etc. Nous, on n'utilise pas du tout ces modèles qui sont fermés, Midjourney, OpenAI, etc. On utilise le Stable Diffusion de base. Et ensuite, on l'améliore. Alors, pourquoi on l'améliore? Je vais vous donner un exemple assez parlant. Quand vous demandez à Stable Diffusion, Midjourney ou OpenAI de vous dessiner une sculpture grecque antique, vous vous retrouvez souvent avec des personnages aux muscles assez importants, hypertrophiés. Et en fait, c'est dû à la simple raison que ces intelligences artificielles ont été entraînées avec des corpus de données qui proviennent du web, du net. Donc, ce qu'elles ont vu de l'art antique, on va dire, c'est Marvel. Donc, quand on leur demande un Thor, eh ben, en fait, ce qu'elles ont vu, pour elles, Thor, il vient de Marvel, donc il est très costaud. Et pas du tout au standard, on va dire, vitruvien ou au standard Michel-Ange, où, pour le coup, on est sur des proportions plutôt classiques. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que comme on constate que leurs dessins ne sont pas justes, on va modifier les entraînements et on va améliorer la compréhension de ces IA sur des types de dessins en particulier. Donc, par exemple, chez Couples, on a entraîné l'IA à savoir mieux faire du perfecto, de la robe, du sac à main, etc. On peut même aller jusqu'à imprégner l'IA des codes de marque que Couples a dans son ADN. Donc, par exemple, ils ont un sac iconique qui s'appelle le Emily et il a quelques attributs très spécifiques, notamment son fermoir, des empiècements en métal sur les coins en cuir. Et ça, l'IA, Stable Diffusion, Midjourney, ils le savent pas. Donc, on entraîne l'IA en lui disant, bah voilà ce que c'est qu'un vrai sac Couples. Voilà dans quelles règles tu dois dessiner pour qu'il soit au plus juste de ce que c'est que le sac Couples, le sac Emily Couples. Et donc, c'est ça qu'on fait. On améliore les IA. Et en fait, on le fait d'une manière assez simple. C'est que ce sont des stylistes elles-mêmes qui vont entraîner les IA. Donc, en gros, les IA, elles absorbent, elles intègrent les compétences que les stylistes vont leur procurer en améliorant leur dataset, en les qualifiant, en améliorant la taxonomie, puisqu'il y a un vocabulaire spécifique dans le stylisme, dans le modélisme, etc. Donc, vous les prenez vraiment à la racine, à l'état de bébé, et vous en faites des IA adultes capables de faire des choses, quoi.
Ouais, souvent je dis, en fait, les IA à mi-journée, c'est un adolescent américain un peu limité. Nous, on va en faire des stylistes à la française. Donc, en gros, je vais lui faire 5, 10, 15, 20 ans d'études dans une école de mode à la française, plus 15 ans d'expérience professionnelle, et vous allez vous retrouver avec une IA qui, pour le coup, va être extrêmement pointue dans un sujet. Mais on sait que l'entraînement des IA, il faut de la data, il faut beaucoup de données. Donc, par exemple, l'exemple que vous prenez avec le sac, les personnes chargées de l'entraînement se contentent de décrire ou il faut fournir il faut fournir de l'image, non? Alors, il faut en fournir, mais nous, on est plutôt économe en entraînement parce que, si vous voulez, le sac à main, l'IA de base, elle sait ce que c'est. Elle a déjà été Ouais. entraînée parce Mmh. qu'on a vu des milliards. Donc nous, on a juste besoin d'affiner sa perception du sac à main. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de data pour juste lui illustrer que Couple, son ADN, c'est bien ça. Donc on fait des entraînements qui sont pas très lourds. Les datas, elles sont plutôt peu nombreuses. Par contre, la qualification, elle est vraiment ciselée pour que l'entraînement soit le plus efficace possible. Mais nos entraînements à nous, on a nous, nos propres serveurs, c'est quelques GPU, ça suffit largement. On n'a pas besoin du tout d'avoir des fermes de calcul comme chez Mistral ou OpenAI, où pour le coup, leur sujet, c'est plutôt le modèle de fondation. Donc effectivement, il va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de données. Ouais, je comprends. Oui, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus spécialisé, donc par définition beaucoup plus léger, hein, en réalité. Absolument, exactement. On sait qu'avec les IA génératives, il y a un gros problème, c'est les hallucinations. Quand elles savent pas, elles font croire qu'elles savent et elles disent n'importe quoi. Comment ça se passe dans le graphisme et dans votre secteur en particulier? En fait, pour le coup, c'est exactement ça qu'on corrige. C'est ces fameuses hallucinations. Parce que soit elles ont une vision erronée, comme la sculpture gréco-romaine dont je vous ai parlé, soit effectivement elles improvisent. Elles se disent, là, je sais pas trop, alors je vais dessiner un truc, ça fera bien l'affaire, on va dire. Mais nous, plus on l'améliore, et plus en fait les hallucinations baissent. Et on a des réponses qui sont extrêmement justes. Alors pour le coup, par contre, ces IA-là, elles perdent la mémoire de d'autres choses. C'est-à-dire que autant un Midjourney et un OpenAI va continuer à répondre sur tout sujet, autant nous, comme on attire l'attention du réseau de neurones sur des sujets en particulier, il va avoir tendance à être de plus en plus juste sur ce sujet-là, mais Mmh. en contrepartie, il va oublier d'autres choses. Donc, pour le coup, comme nous, ça nous intéresse pas qu'il sache faire, je sais pas, des voitures, qu'il oublie comment dessiner une voiture, c'est pas très grave, puisque nous, on ne veut qu'il ne fasse que des vêtements. Et donc, en fait, les hallucinations réduisent, mais en même temps, c'est parce que on la concatène dans un sujet particulier. Et alors ensuite, pour la fabrication, très concrètement, comment ça se passe? Parce que vous êtes plus dans l'expérimentation, hein, c'est du réel. Alors là, c'est plus du tout de l'expérimentation, parce que nous, on se rapproche aussi d'usines ou d'ateliers de fabrication, parce que les IA, quand elles apprennent à dessiner, on peut aussi leur distiller d'autres informations que le dessin, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi comprendre comment est construit le vêtement. Donc, on peut lui donner des informations de type patronage, on peut lui donner des informations de type tissage. Donc, si on sait qu'il y a une machine à tisser qui, à un moment donné, va prendre le tissu, le tisser, etc., elle peut intégrer ces contraintes-là. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça accélère le process de production. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où vous décidez de faire une veste en jean et le moment où elle arrive en boutique, il peut se passer normalement 3, 4, 5, 6 mois. Grâce à l'IA et sa capacité à dessiner de manière ultra juste et très très proche de sa mise en fabrication, vous allez quasiment être à la demande. Donc votre produit, il va pouvoir être mieux vendu parce qu'il sera beaucoup plus proche de la demande client. Et, euh, et tous les sujets dont je vous ai qu'on a utilisé en illustration ont tous basculé en fabrication. Donc la capsule Couples, un phénomène qui s'est eu, c'est que quand ils ont fait le premier prototype, l'atelier de prototypage a fait le premier prototype, ils ont vu les dessins de l'IA, ils ont vu qu'elle s'était inspirée d'un patron. Donc en fait, ils ont tout de suite vu comment elle avait fabriqué son vêtement, et donc évidemment, ça a été beaucoup plus vite en termes de réalisation. Merci Frédéric Rose, donc fondateur de la société Imki. Bonjour Benoît Grunemwald. Bonjour Jérôme.
expert cybersécurité chez EZ. On se retrouve régulièrement en partenariat avec Monde Numérique pour faire un point sur la cybersécurité. Alors, c'est la fin de l'année et on peut dire que cette année encore, Benoît, a été marquée par un certain nombre d'événements et notamment d'importantes fuites de données. L'actualité, jour après jour, nous a appris que des tas d'entreprises avaient été victimes de fuites de données de manière diverse et variée. Oui, alors il y a quasiment pas un mois durant 2024 où il n'y a pas eu une fuite de données, on va dire conséquente, parce que malheureusement des fuites de données, il y en a quand même un certain nombre qui passent sous les radars, mais des fuites de données conséquentes sur des grandes enseignes et surtout qui ont fuité à la fois des données personnelles, mais aussi des informations bancaires. Je pense notamment à des IBAN. Donc l'IBAN, c'est ce que l'on donne à un prestataire qui souhaite nous prélever de manière automatique, par exemple tous les mois pour un abonnement téléphonique ou un abonnement sur un réseau ou une télé. Alors on peut citer quelques victimes. Il y a eu Free, il y a eu Decathlon, il y en a d'autres. Alors, j'ai en tête effectivement Free, j'ai en tête aussi SFR, LDLC par 2 fois sur des périmètres, on va dire, différents. J'ai Auchan aussi en tête, notamment sur des cartes de fidélité. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans ces fuites de données, ce n'est pas toujours l'enseigne et ou l'entité qui est directement concernée. Et c'est bien souvent la problématique, c'est que pour pouvoir fonctionner, ces entités vont parfois partager nos informations avec des tiers. Et ces tiers peuvent être moins bien sécurisés que ne le sont ces grandes entités. Des sous-traitants, souvent. Des C'est ça? sous-traitants, je pense par exemple à des cartes de fidélité. Si vous êtes une grande enseigne de retail, un grand magasin, votre métier, c'est peut-être pas de gérer les points de fidélité et puis les cadeaux ou les remises qui y sont attachés. Et donc, vous allez confier cela à des professionnels qui gèrent cela pour plusieurs enseignes, parfois, bien souvent, dont c'est le métier. Et puis ensuite, vous permettent de gérer votre carte de fidélité. Et bien, ces entités-là sont elles aussi responsables au terme du règlement européen sur la protection des données personnelles. Elles sont sous-traitants, mais qu'en tant que grande entité, vous n'avez pas forcément tout le temps les moyens de vous assurer que ces sous-traitants sont aussi fiables que vous. Oui, bien sûr. Alors, Benoît, quelles conséquences concrètes à ces fuites de données? Parce qu'on a l'impression que quand ça survient, bon voilà, on en parle, et puis après on oublie parce que on se dit finalement, il se passe rien. Alors, c'est effectivement, il y a 2 effets. Il y a le premier effet de la banalisation. Avec toutes les fuites de données qu'on a vues en 2024, on peut se dire: «Bon, de toute façon, allez, tous les Français sont concernés par ces fuites de données». Et puis ensuite, il y a un effet retardateur qui est très pernicieux parce qu'en fait, les fuites de données qui sont apparues en 2024, il va falloir un certain temps pour que les cybercriminels s'organisent, les processent, peut-être les agrègent et fassent une super base de données avec toutes nos informations hyper bien qualifiées, parce que là, quand on a un fournisseur qui nous connaît très bien et à qui forcément on donne ses vraies coordonnées pour pouvoir soit être livré, soit bénéficier de remises, eh bien, il a toutes nos coordonnées véridiques. Et donc, les cybercriminels vont s'organiser pour pouvoir nous hameçonner la plupart du temps. Hameçonnage, alors avec le téléphone, les faux conseillers bancaires, avec l'email, ça on y est habitué, mais grâce à l'intelligence artificielle, les emails sont de plus en plus véridiques, vraisemblables. Et puis aussi par SMS, on voit que l'hameçonnage, le smishing comme on dit, est en recrudescence. Oui, c'est-à-dire que vraiment, même si on ne nous a pas volé nos numéros de carte bancaire, identifiants et cetera, c'est ça qui fait peur. Mais le fait d'avoir, nos noms, nos IBAN, nos adresses, nos numéros de téléphone et cetera, c'est déjà une mine d'or, en fait. C'est effectivement une mine d'or et c'est ce qui va permettre de créer des hameçonnages. Alors même si on va plus loin que l'hameçonnage, on parle d'ingénierie sociale, c'est-à-dire vous faire quelque chose, quel que soit le biais, contre vous. Et notamment, si je vous appelle et que j'ai votre IBAN, je sais dans quelle banque vous êtes, je connais votre nom, votre prénom, votre date de naissance, eh bien je peux tout à fait me faire passer pour votre banque, vous dire, mais vous savez, il y a une opération en ce moment qui est frauduleuse et ensemble on va l'arrêter. Et donc je vais vous donner un certain nombre d'informations et je vais vous dire, voilà, pour arrêter cette opération, il va falloir me donner un code par SMS que vous allez recevoir et ce code-là, eh bien, va me permettre de bloquer cette opération, ce qui est en fait tout le contraire. Le cybercriminel va mener une opération frauduleuse sur votre compte. Vous allez recevoir un code qui, par exemple, va lui permettre de l'ajouter sur votre compte et en fait, ça va être tout le contraire. Malheureusement, il va vous pirater. Mmh.
Alors, face à ce fléau, à cette menace qui nous attend pour l'année prochaine, que faire ? Quels gestes adopter ? On sait qu'en ce qui concerne les faux conseillers bancaires, il y a un certain nombre de dispositions législatives, réglementaires qui ont été prises récemment. Mais sinon, au quotidien et de manière individuelle, comment se protéger contre ça ? Alors, c'est un conseil qui est vraiment générique. Il faut être suspicieux. Il faut aussi repérer les signaux faibles, notamment l'urgence, la pression, et surtout, si cela vous arrive, le plus simple est de ne pas céder à la panique, de poser quelques questions qui peuvent mettre en difficulté votre interlocuteur, et puis raccrocher. Par exemple ? Ne pas hésiter. Eh bien, par exemple, si vous me connaissez bien, dans ce cas-là, je vais raccrocher et puis je vais vous rappeler à la banque Bien sûr. sur le numéro, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir m'aider si effectivement vous devez m'aider. Vous pouvez aussi passer par les applications. Vous pouvez lui dire à ce conseiller, s'il y a une opération qui est frauduleuse en cours, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est qu'on va raccrocher, je vais aller dans mon application bancaire, je vais aller dans mon application de fournisseur d'accès télécom, etc. Et je vais regarder quelles sont les informations que vous êtes en train de me donner, je vais les vérifier dans l'application. Ouais. Et Oui. bien entendu, si c'est possible, activer l'authentification multifacteur, ça veut dire le petit code à 6 chiffres, soit que l'on va avoir dans une application installée sur son smartphone, soit que l'on va recevoir par SMS. Et surtout, alors, dans beaucoup de fuites de données, on ne voit pas les mots de passe qui seraient parmi les éléments qui ont fuité, mais vraiment avoir un mot de passe unique, des mots de passe forts, et dans l'idéal, un gestionnaire de mots de passe. Pour gérer ces mots de passe, c'est vraiment le must-have. On est aux périodes des fêtes, là. Si vous avez un cadeau à recevoir, un gestionnaire de mots de passe pour la fin d'année, c'est vraiment C'est vrai. Très bonne idée cadeau, un abonnement à un gestionnaire de mots de passe, effectivement, parce que c'est vraiment l'outil indispensable, et on le voit tous au quotidien autour de nous quand on doit gérer les mots de passe perdus, oubliés, copiés des membres de notre famille, etc. Eh bien, merci Benoît Grunemwald pour nous avoir raconté ce monde merveilleux de la cybercriminalité qui décidément ne manque jamais de nous surprendre. Mais avec quand même quelques petits points positifs, espérons-le, pour les années à venir, si les taux se resserrent autour de ces cybercriminels. Oui, il y a tout à fait, de quoi se défendre avec une bonne cyberhygiène, et puis 2, on voit que la police-justice, même si c'est pas facile, il y a quand même des avancées, et en travaillant ensemble, on peut faire en sorte que on réduise les fameux risques liés à la cybercriminalité. Ouais, c'est important, la cyberhygiène. D'ailleurs, je vais aller prendre une cyberdouche. Merci beaucoup, Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. Merci, Jérôme. C'est la fin de cet épisode de l'Hebdo, le dernier de l'année, avant d'abord un petit best-of, round-up, coup d'œil dans le rétroviseur la semaine prochaine. Donc soyez là, soyez au rendez-vous comme chaque semaine à l'écoute de Monde Numérique. Et puis ensuite on embrayera sur l'année 2025 en commençant par le CES de Las Vegas, bien sûr. Avant de vous quitter, un mot pour vous dire que j'ai été ravi cette semaine de participer à un autre podcast, c'est celui de mon camarade Carlos Diaz, Silicon Carnet. Il vous propose une super émission récapitulative de fin d'année avec plein d'invités. Il a eu la gentillesse de me convier avec d'autres. Donc n'hésitez pas à aller écouter ce super épisode de Silicon Carnet. Et merci d'ailleurs aux auditeurs de Silicon Carnet qui sont venus depuis quelques mois découvrir Monde Numérique. Vous êtes les bienvenus. Restez, vous allez voir, c'est très complémentaire ces deux podcasts. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un commentaire, des petites étoiles, 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez réagir également en m'envoyant un message depuis le site mondenumérique.info ou via les réseaux sociaux. J'y réponds. Dans la mesure du possible, je réponds à tous les messages. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, bonne année. Et on se retrouve samedi prochain. Passez donc une bonne fin d'année pleine de tech. Salut!
Vous aimez écouter des podcasts, vous avez peut-être envie de créer le vôtre, votre propre podcast. Alors rendez-vous sur le site formationpodcastpro.com. C'est une formation en 25 vidéos que je vous propose pour tout savoir sur le podcast. Quel matériel choisir, comment enregistrer dans les meilleures conditions, comment préparer un épisode de podcast et comment mener une interview comme un journaliste. Je vous dis tout, je vous donne des trucs et des conseils. Que vous soyez un particulier passionné ou un professionnel qui veut en savoir plus sur la communication par podcast, c'est la trousse à outils idéale à acquérir en cette fin d'année. Et pour vous faire une idée, vous pouvez télécharger dès à présent la FAQ du podcasting disponible gratuitement sur le site formationpodcastpro.com.